Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce TD numéro 3 de découverte de l'entreprise. Ce TD sera consacré aux rapports sociaux dans l'entreprise. Le premier document est un article tiré du Monde du 17 avril 2015 intitulé « Pourquoi Renault et l'État s'opposent ». Sur quel sujet l'État et Renault s'opposent-ils? C'est l'objet de la première question. Le gouvernement voudrait voir appliquer au sein de Renault la règle du droit de vote double pour les détenteurs d'actions depuis plus de 2 ans. Au contraire, la direction de Renault veut maintenir le principe « une action égale une voix ». C'est donc une opposition sur les règles de prise de décision, mais qui a un impact important sur le pouvoir respectif des actionnaires au sein de Renault. Et finalement, cela aurait des conséquences sur les choix de gestion, voire sur les choix stratégiques de l'entreprise. Deuxième question, dans quelle catégorie d'actionnaires peut-on ici classer l'État? Selon l'article, l'État détient environ 20% du capital de Renault. On ne peut pas classer l'État parmi les contrôleurs. Les contrôleurs utilisent leur droit de vote pour contrôler la société et peser sur sa stratégie. Ce sont notamment les actionnaires majoritaires. On peut en revanche classer l'État parmi les actionnaires de référence. Les actionnaires de référence détiennent un pourcentage important des droits de vote, entre 20 et 40%, mais ne sont pas majoritaires. Ils ont une influence significative sur les décisions de l'entreprise. L'État veut même peser davantage au sein de Renault en exigeant le principe du droit de vote double. Le texte parle même de minorité de blocage. Et cela concerne notamment le montant de la rémunération du PDG de Renault que l'État juge excessive. Enfin, dernière question, que pourrait provoquer une trop grande implication de l'État dans Renault? Le texte parle des risques de remise en cause de l'équilibre de l'alliance entre Renault et Nissan. Selon les dirigeants de Renault, donner trop de pouvoir au gouvernement français au sein de l'entreprise, c'est prendre le risque de faire basculer la balance du côté français et donc possiblement de remettre en cause le choix stratégique de l'alliance avec Nissan, un choix de stratégie mondialisée profond opéré depuis 1999. Le deuxième texte que nous avons à notre disposition est un texte assez long, assez dense, mais important sur le capitalisme patrimonial. C'est un article de la revue Alternative économique datant de septembre 2000 et intitulé « Les 3 piliers du capitalisme patrimonial ». La première question nous invite à rappeler les principaux piliers du Fordisme. Le Fordisme s'inspire du taylorisme, c'est-à-dire de l'organisation scientifique du travail. Selon Taylor, il est nécessaire de décomposer de la manière la plus poussée possible les gestes et les tâches, décomposition qui doit être définie par la direction et plus précisément par le bureau des méthodes. Le Fordisme rajoute au taylorisme le travail à la chaîne. Chaque travailleur occupe un poste et ne bouge pas. La marche à pied n'est pas une activité rémunératrice, disait Henry Ford. Les pièces se déplacent sur un convoyeur et chaque travailleur effectue une opération. Cela permet d'accroître la productivité du travail. Mais la répétitivité des gestes entraîne un absentéisme et un turnover important. La solution de Ford est alors l'augmentation des salaires. C'est le $5 day, puis le $6 et le $7. Cela permet de s'assurer une main-d'œuvre disciplinée et fidèle et un accès à la consommation de masse du salariat qui l'insère dans la société. Le Fordisme se base aussi sur la standardisation du produit. Ford disait à propos de la Ford T, « Le client peut choisir la couleur de sa voiture pourvu que ce soit noir ». Le Fordisme s'est généralisé à l'ensemble des industries de biens de consommation jusque dans les années 1970, et donc une autre forme de capitalisme lui aurait succédé, le capitalisme patrimonial. Deuxième question, expliquez la phrase soulignée qui est « Le capitalisme patrimonial modifie la donne dans le domaine de la souveraineté des États ». L'idée de cette phrase se fonde sur le phénomène de globalisation financière, c'est-à-dire le processus d'ouverture des marchés financiers nationaux à l'international et d'intégration des différents marchés de capitaux
pour ne former au final qu'un seul et unique marché mondial de capitaux. Les capitaux peuvent donc circuler librement à l'échelle mondiale. En partie, ce qui va inciter les capitaux à s'investir ou à se placer dans un pays plutôt que dans un autre va être la politique économique de l'État. En fonction de la politique menée, les États pourront attirer ou non les capitaux. Donc selon les taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale, les taux de change, les perspectives de croissance, l'inflation, etc., la politique fiscale aussi, plus ou moins favorable en faveur du capital, les capitaux vont choisir tel ou tel pays. Donc les marges de manœuvre des États semblent réduites. Les États doivent en quelque sorte se plier à ce que demande la finance pour attirer les investissements, ce qui ne conduit pas forcément à mener une politique en faveur des citoyens. La finance peut également déstabiliser un État qui ne mènerait pas une politique assez favorable. C'est en ce sens que l'auteur parle de dictature des marchés financiers. Pourquoi peut-on dire que dans le capitalisme patrimonial, les actionnaires ont beaucoup de pouvoir ? C'est la troisième question. Avec l'émergence du capitalisme patrimonial, il y a eu un changement dans les rapports de force au sein de l'entreprise, et notamment dans les rapports entre, d'une part, les actionnaires, donc les propriétaires de l'entreprise, et d'autre part, les managers. C'est en partie la modification du financement des entreprises qui en est la cause. Sous le Fordisme, les entreprises s'autofinançaient en grande partie. Par conséquent, les managers avaient relativement plus de pouvoir que les actionnaires et des marges de manœuvre plus importantes qu'ils en ont aujourd'hui. Avec le capitalisme patrimonial, les marchés financiers ont pris une place prépondérante dans le financement des entreprises. Par conséquent, il faut satisfaire les actionnaires. Les actionnaires exigent une augmentation du cours de leur action sur les marchés financiers et des dividendes toujours plus importants. Et pour pouvoir investir, l'entreprise se finance auprès des marchés financiers en attirant de nouveaux actionnaires par exemple, avec des perspectives de gains alléchantes. Par conséquent, la bascule s'est opérée du côté des actionnaires, qui veulent un retour sur investissement rapide, une rentabilité de court terme importante de l'entreprise aussi, sans forcément de rapport avec un projet industriel et économique clair et cohérent. Et si les managers ne sont pas à la hauteur, ils peuvent les faire démissionner. Quatrième question, expliquer la relation salariale mise en place à l'époque fordiste. Le Fordisme, comme on l'a dit, permettait une augmentation de la productivité du travail. Ces gains de productivité étaient en partie distribués en salaire. Donc les entreprises qui gagnaient en efficacité grâce au système fordiste augmentaient les salaires de leurs travailleurs. Les travailleurs utilisaient en retour leur hausse de salaire pour consommer, ce qui permettait d'accroître la demande globale et donc favoriser l'investissement des entreprises. Donc c'était une sorte de cercle vertueux, gain de productivité, augmentation salariale, augmentation de la demande, investissement et de nouveau augmentation salariale. Cela permettait également une certaine insertion du salarié dans la société et même une réduction des inégalités grâce à la mise en place de l'État social, du système des assurances sociales ou de l'assistance. Cinquième question. En quoi consiste la nouvelle relation salariale instaurée avec le capitalisme patrimonial ? Première remarque, sous le capitalisme patrimonial, les revenus du capital ont pris plus d'importance que les revenus du travail. La priorité des entreprises, on l'a dit, est d'accroître les dividendes des actionnaires. Donc les salariés passent au second plan. L'objectif est même la réduction du coût du travail. Plus précisément, l'auteur distingue au sein du travail 4 situations. Dans des secteurs à faible valeur ajoutée, dans lesquels la compétitivité prix des entreprises est un élément fondamental de la concurrence, les travailleurs ont des salaires bas et subissent la précarité de l'emploi à travers les emplois dits atypiques, CDD, intérim, etc. Dans d'autres secteurs, l'engagement des salariés est nécessaire. Là, l'entreprise essaiera de lier une partie du revenu des salariés aux performances qu'ils réalisent pour les inciter à s'impliquer. C'est un processus d'individualisation des salaires et de la carrière. Dans des secteurs de pointe où les salariés disposent d'un savoir-faire de haut niveau et spécialisé, là, les salariés ont un certain poids, un rapport de force plus favorable et donc ont des salaires plus importants. Enfin, la quatrième situation concerne toute une frange de la population laissée en dehors de l'emploi. Un chômage de masse, de longue durée,
parfois entrecoupés de contrats courts, de petits boulots très précaires et peu pérennes. C'est l'État social, le système d'assistance sociale, qui assure à ces personnes un minimum vital pour vivre, ou du moins pour survivre. La sixième question concerne la tertiarisation de l'économie avec le capitalisme patrimonial. Les secteurs moteurs de l'économie sous le Fordisme se situaient dans l'industrie, dans le secteur secondaire. C'était notamment la métallurgie et surtout l'automobile. Sous le capitalisme patrimonial, le secteur tertiaire, donc les services, semble être les activités motrices de l'économie. Une part importante des actifs travaille dans le secteur tertiaire. C'est notamment le cas des activités liées aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi d'autres types de services comme le commerce, la restauration, la santé, la garde d'enfants, l'aide à domicile des personnes âgées, etc. Enfin, dernière question du TD, expliquez pourquoi l'auteur parle de dualisme. L'auteur parle de dualisme au sein même des travailleurs du secteur tertiaire, puisqu'on aurait une opposition, ou du moins une séparation, entre deux types de salariés des services. D'une part, dans les services à forte valeur ajoutée et qui connaissent une forte demande, les salariés qui peuvent proposer un savoir-faire technique et professionnel de haut niveau seront bien payés, auront un emploi stable, bénéficieront d'une évolution de carrière. D'autre part, dans des secteurs à faible valeur ajoutée et à faible demande, les salariés toucheront un salaire faible, subiront une précarité de l'emploi et même des conditions de travail proches du travail à la chaîne du Fordisme. Et voilà, c'est fini pour ce TD numéro 3 sur les rapports sociaux dans l'entreprise.